Après 8 ans de mariage, mon mari m'a quitté avec les papiers du divorce. Tu ne es plus la femme qu'il me faut, a-t-il lancé froidement. Une semaine plus tard, il a épousé une superbe femme issue d'une famille riche. Puis, paniqué, il m'a appelé, leur bébé ne ressemblait ni à lui ni à elle. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Tout a commencé lors de ce qui était censé être l'un des jours les plus heureux de notre année. Le 12 juin. C'était mon 8e anniversaire de mariage et c'était aussi le 36e anniversaire de mon mari, Preston. Je me souviens si clairement du sentiment de ce jour. C'était un mardi, lumineux et ensoleillé, et j'étais rempli d'une énergie nerveuse et pleine d'espoir. J'ai décidé de prendre une demi-journée de congé de mon travail d'assistante comptable, un petit acte de rébellion contre mon emploi du temps habituellement rigide. J'avais besoin que tout soit parfait. Notre mariage semblait distant dernièrement. Les silences entre nous s'étaient allongés, remplis de choses non dites. Je pensais qu'une soirée parfaite, un geste d'amour pur et d'effort, pourrait être le pont pour nous retrouver. Mon premier arrêt a été le caviste. Pas n'importe quelle boutique, mais un petit endroit de l'autre côté de la ville que Preston adorait. C'était à 30 minutes de route avec le trafic, mais ils étaient les seuls à avoir ce vin rouge spécifique, un cabernet d'un petit vignoble familial de Napa que nous avions visité lors de notre lune de miel. La bouteille semblait lourde et significative dans mes mains, un morceau tangible de notre histoire commune. Ensuite, je suis allé à la boucherie spécialisée, le genre avec de la sueur par terre et des bouchers qui connaissent votre nom. J'ai acheté une belle coupe de côte courte de wagyu, persillée et riche. Le prix m'a un peu fait monter les larmes aux yeux, mais j'ai repoussé cette pensée. C'était pour lui. C'était pour nous. Je ne suis pas une cuisinière gastronomique, loin de là. Mes compétences relèvent plutôt du domaine des repas réconfortants et simples. Mais j'avais trouvé une recette compliquée en ligne, une qui impliquait un braisage lent et une longue liste d'ingrédients, et j'étais déterminé à la maîtriser pour cette seule nuit. De retour à la maison, notre petit appartement, qui semblait dernièrement calme et un peu solitaire, était soudainement animé par mon objectif. J'ai mis de la musique, une station de jazz doux, et je me suis mis au travail. J'ai suspendu ces minuscules et délicates guirlandes lumineuses autour du cadre de notre porte de balcon. Celle qui diffuse une douce lueur dorée qui rend tout magique. Je suis allé dans le placard à linge et j'ai sorti notre plus belle nappe, un lourd lin ivoire que nous n'utilisions que pour Thanksgiving et Noël. J'ai passé 10 minutes juste à lisser les plis. J'ai poli notre argenterie jusqu'à ce qu'elle brille et je l'ai disposée parfaitement de chaque côté de nos plus belles assiettes. Dans le réfrigérateur, un gâteau personnalisé de notre pâtisserie préférée attendait. Il n'était ni grand ni extravagant. Il était simple, élégant, avec un glaçage lisse à la vanille et un petit message écrit en délicate écriture au chocolat sur le dessus. Pour Preston, joyeux anniversaire et bon anniversaire de mariage. C'était un témoignage d'un amour tranquille, pas de grands gestes. À 19h, j'étais prête. Les côtes courtes mijotaient sur la cuisinière, remplissant l'appartement d'un arôme riche et savoureux. La table était dressée pour un roi. J'avais pris une douche et enfilé une simple robe noire qu'il avait dit aimer un jour. J'avais mis un peu de parfum derrière mes oreilles. Je me suis versé un petit verre de vin, je me suis assise à notre table de salle à manger parfaitement dressée, et j'ai attendu. Le nœud d'énergie pleine d'espoir dans ma poitrine palpitait. Je croyais qu'il franchirait cette porte d'une minute à l'autre, qu'il verrait l'effort, et que son visage s'illuminerait. Je croyais que cette nuit changerait les choses. 20 heures sont venues et passées. Le soleil s'était complètement couché, et les lumières de la ville commençaient à scintiller à l'extérieur de notre fenêtre. Je me suis levé et j'ai allumé les bougies, leurs flammes chaudes dansant dans la pénombre, projetant de longues ombres sur les murs. L'appartement était beau, romantique et douloureusement vide. À 21h, l'espoir a commencé à se transformer en anxiété. J'ai vérifié mon téléphone pour la 20e fois. Rien. Je lui ai envoyé un simple texto, essayant de garder un ton léger. Je t'attends. La nourriture sent incroyablement bon. J'ai ajouté un petit smiley, une tentative désespérée de feindre une gaieté que je ne ressentais plus. Le message a été délivré, mais il n'y a eu aucune réponse. À 21h30, le nœud dans mon estomac s'est resserré en une pierre froide et dure. Ce n'était plus juste lui qui était en retard.
C'était autre chose. J'ai appelé son téléphone. Il a sonné une fois, 2, 3, 4, 5 fois. Chaque sonnerie résonnant dans l'appartement silencieux, un compte à rebours strident vers ma déception. Puis il est passé à sa messagerie vocale. Sa voix joyeuse et professionnelle a rempli mon oreille. Vous êtes bien sur le répondeur de Preston James. Je ne peux pas répondre au téléphone pour le moment. J'ai raccroché avant qu'il puisse finir. Je n'ai pas laissé de message. Qu'y avait-il à dire? Où es-tu? Je t'ai préparé un dîner parfait pour notre anniversaire, et tu as juste oublié. Cela sonnait pathétique, même dans ma propre tête. À exactement 22h35, mon téléphone a finalement vibré. Pendant un battement de cœur, le soulagement m'a envahi. Mais ce n'était pas un appel. Ce n'était même pas un texto. C'était un email. La ligne d'objet était vide. Le message lui-même était brutalement court, dépouillé de toute chaleur ou personnalité. Désolé, grosse urgence client. Dois rester au bureau. On se rattrapera plus tard. C'était tout. Pas même une signature avec son nom. Pas de joyeux anniversaire. Pas de merci. Pas une once de regret. C'était le genre de mail que vous enverriez à un collègue pour annuler un déjeuner. Pas à votre femme de 8 ans le jour de leur anniversaire. J'ai posé le téléphone sur la table, ma main étrangement engourdie. Les mots semblaient brûler sur l'écran, une pierre tombale numérique pour la soirée que j'avais si soigneusement planifiée. Les bougies s'étaient consumées, laissant de petites flaques de cire durcie comme des larmes gelées sur la nappe. Le gâteau, avec son message plein d'espoir, était toujours intact dans le réfrigérateur. Je me suis levé, mes jambes semblant raides. Je tenais toujours la serviette en lin pliée que j'avais préparée pour lui. J'ai regardé autour de la pièce vide et magnifiquement décorée, et pour la première fois, je ne me sentais pas triste. Je ne sentais rien du tout. C'était un vide creux, résonnant. Je n'ai pas pleuré. Je pense qu'une partie de moi avait dépassé les larmes. Une partie de moi comprenait que c'était plus qu'un simple dîner gâché. C'était une fin. Cette nuit-là, j'ai méthodiquement démonté la soirée. J'ai soufflé la dernière fumée des bougies, le filet de gris disparaissant dans l'air comme mon espoir. J'ai mis les côtes courtes chères et intactes dans un récipient en plastique et je les rangées au congélateur. J'ai enlevé les guirlandes lumineuses, les enroulant soigneusement autour de ma main. J'ai débarrassé la table, les nettoyé et j'ai plié la nappe ivoire, la remettant dans le placard. Il n'y avait personne avec qui célébrer. Je me suis finalement couché vers minuit, portant toujours la robe noire froissée. J'ai essayé de dormir, mais l'image de cet email court et froid n'arrêtait pas de me traverser l'esprit. Ce n'était pas la première fois que Preston rentrait tard. Mais cette fois, c'était différent. C'était un instinct silencieux, rampant, une brise froide dans mon dos, me disant que ce n'était pas juste une nuit tardive. C'était un adieu. Allongé là dans le noir, fixant le plafond. Le silence de l'appartement était une présence physique. Il me pressait, amplifiant la douleur creuse dans ma poitrine. Et dans ce silence lourd, mon esprit a fait ce qu'il fait toujours. Quand je me sens abandonné, il est revenu à une autre époque où je m'étais senti aussi profondément, fondamentalement seul. C'était l'été après ma 2e année d'université. J'étais à la maison, mais la maison ne ressemblait plus à la maison. Cela faisait moins d'1 an depuis les funérailles de ma mère, et le deuil était encore une blessure à vif. Son parfum flottait encore dans les placards. Son livre préféré était toujours sur la table de chevet. Je titubais à travers mes journées dans un brouillard, sentant son absence dans chaque pièce, chaque moment de calme. Mon père, eh bien, il faisait son deuil à sa manière, une manière que je ne pouvais ni comprendre ni accepter. Il était tout entier tourné vers l'avenir, vers le fait de ne pas s'attarder sur le passé. Un après-midi étouffant de juillet, il m'a appelé dans le salon. Il était assis sur le canapé, une sorte d'éclat nerveux dans les yeux qui m'a mis les nerfs à vif. « Audrey, dit-il, sa voix un peu trop forte, un peu trop joyeuse. J'ai une merveilleuse nouvelle. Barbara et moi allons nous marier. » Barbara était la femme qu'il avait commencé à fréquenter seulement 4 mois après la mort de maman. Je me souviens que les mots n'avaient pas de sens au début. Ils ressemblaient à une langue étrangère. Marié ? J'ai finalement réussi à dire le mot, qui avait un goût de cendre dans ma bouche. Papa, ça ne fait même pas 1 an. Les vêtements de maman sont toujours dans le placard. La vie est pour les vivants, ma chérie, avait-il dit,
cette phrase joyeuse et horrible qui ressemblait à une gifle. Ta mère voudrait que je sois heureux. Il m'a dit que Barbara était veuve, elle aussi. Qu'elle comprenait la perte. Il m'a dit qu'elle avait une fille, une adolescente. Il a peint ce tableau d'une nouvelle famille recomposée, une chance d'être à nouveau complet. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était lui en train d'effacer ma mère, de recouvrir notre famille d'une nouvelle. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas faire semblant d'être heureuse. J'ai assisté au petit mariage dans une robe beige, me sentant comme un fantôme. J'étais poli avec ma nouvelle belle-mère, mais il y avait un mur de glace entre nous. Et sa fille, Geneviève. Elle était une note de bas de page dans toute cette affaire. Une fille silencieuse, à l'air maussade, quelques années plus jeune que moi, avec une bouche pleine d'appareils dentaires et un visage plein d'acné adolescente. Elle semblait aussi malheureuse d'être là que moi. Nous avons échangé peut-être 3 mots de toute la journée. Après ça, j'ai gardé mes distances. J'ai utilisé l'université comme excuse. Je rentrais rarement à la maison pour les vacances. Quand je le faisais, les visites étaient brèves et gênantes. Ma belle-mère et moi faisions de la conversation guindée dans la cuisine. Et Geneviève n'était presque jamais là. Elle était toujours loin dans un internat, ou chez une amie, ou en voyage, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Pendant toute la décennie où mon père a été marié à sa mère, je pense avoir vu ma demi-sœur peut-être 3 ou 4 fois, et toujours en passant. Un rapide bonjour dans le couloir, un signe de tête maladroit à travers la table du dîner. Nous étions de parfaits étrangers, liés uniquement par le certificat de mariage de nos parents. Elle était un fantôme en arrière-plan de ma famille fracturée. Cette distance, elle m'a coûté ma relation avec mon père. Nous nous sommes éloignés, nos appels devenant moins fréquents, plus superficiels. Mais c'était un prix que j'étais prête à payer. J'ai mis toute mon énergie, tout mon espoir de ce qu'une famille pourrait être en Preston. Je l'avais rencontré lors de ma dernière année d'université. Il était beau, ambitieux, charmant. Il est devenu mon roc, mon avenir, la fondation solide sur laquelle je construirais une nouvelle famille, une de mon choix. Et maintenant, allongé dans notre lit, dans l'appartement calme qui était censé être notre sanctuaire, je sentais cette fondation se fissurer, se transformer en poussière sous moi. Le même sentiment glaçant d'abandon que j'avais ressenti dans le salon de mon père toutes ces années auparavant revenait, froid et brutalement familier. J'avais fui un foyer brisé, seulement pour me retrouver assise dans les décombres d'un autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une nuque raide et un cœur qui pesait comme du plomb dans ma poitrine. Je me suis douché, habillé et je suis allé au travail, accomplissant les gestes comme un robot. Le monde à l'extérieur de la fenêtre de ma voiture semblait assourdi. Les couleurs délavées. Toute la matinée, j'ai fixé l'écran de mon ordinateur, mais les chiffres et les feuilles de calcul ne faisaient que nager devant mes yeux. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, qui restait silencieux et sombre sur mon bureau. Pas un seul message de Preston. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un silence vaste et assourdissant. Vers midi, le malaise rongeant dans mon estomac est devenu trop difficile à supporter. Je ne pouvais pas rester assise là à attendre. J'avais besoin d'une réponse. Je suis sorti dans le couloir, mon cœur commençant à battre la chamade, et j'ai appelé la ligne fixe du bureau de Preston. Brenda, la réceptionniste joyeuse à la voix chantante, a répondu à la 2e sonnerie. Bonjour, Sterling Financial. Brenda à l'appareil. Bonjour, Brenda, dis-je, essayant de garder ma voix stable. C'est Audrey, la femme de Preston. J'espérais pouvoir lui parler un instant. Il y eut une pause notable à l'autre bout du fil. Une minuscule hésitation, mais c'était assez pour me glacer le sang. Oh, Audrey, dit-elle, son ton joyeux se dissolvant immédiatement en une sympathie prudente. Pouvez-vous patienter un instant, s'il vous plaît? La ligne devint silencieuse, remplacée par une horrible musique d'attente. 1 minute passa, puis 2. Cela semblait une éternité. Je pouvais entendre ma propre respiration saccader dans le couloir silencieux. Finalement, elle revint en ligne, sa voix beaucoup plus douce maintenant, teintée de pitié. Audrey, je suis vraiment désolé. Preston ne travaille plus ici. Son dernier jour était vendredi. Vendredi, répétai-je, le mot me semblant étranger. De quoi parlez-vous? Son dernier jour était il y a 3 jours. Oui, dit-elle doucement. Il a donné sa démission il y a 2 semaines.
Il a dit qu'il déménageait pour une nouvelle opportunité. Je suis désolé. Il n'a laissé aucune information de contact. Je suis resté figé dans le couloir de mon propre immeuble de bureau. Le téléphone pressait fort contre mon oreille. Le monde a basculé sur son axe. Il avait démissionné il y a 2 semaines. Il m'avait menti chaque jour pendant 2 semaines. Rentrant à la maison, se plaignant de son patron, parlant de projets sur lesquels il ne travaillait même pas. Pendant tout ce temps, il planifiait sa fuite. Et moi, sa femme, la personne qui était censée le connaître mieux que quiconque, j'étais la toute dernière à le savoir. Je ne me souviens pas avoir dit au revoir à Brenda. Je ne me souviens pas être retourné à mon bureau ou avoir dit à mon patron que j'avais une urgence familiale. Le trajet de retour à la maison fut un flou de feux de circulation et de panneaux de signalisation que je n'ai pas vus. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Chaque tour de volant ressemblait à une tentative de se protéger contre une marée montante de panique et de trahison. J'ai tâtonné avec mes clés à la porte de l'appartement, mes mains tremblant trop pour insérer la clé dans la serrure. Finalement, elle s'est ouverte. J'ai poussé la porte de notre appartement du 3e étage, l'endroit qui avait autrefois été mon havre de paix, maintenant empli d'un silence suffocant et perfide. Mes yeux sont immédiatement tombés sur le porte-chaussures près de la porte. Il y avait un espace vide flagrant dans la 2e rangée. Les chaussures habillées en cuir marron préférées de Preston avaient disparu. Ses baskets de course avaient disparu. « Preston » ai-je appelé, ma voix aiguë et mince, résonnant dans le calme. Pas de réponse. Je me suis dépêché dans le court couloir menant à notre chambre, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Et puis je l'ai vu. Il était là. Il se tenait au milieu de la pièce, à côté d'une valise ouverte et chère sur notre lit. Il pliait calmement un costume en laine bleu marine tout neuf et le plaçait à l'intérieur. Un sac de voyage en cuir élégant sur le sol était déjà rempli de nouveaux vêtements, une nouvelle cravate en soie encore dans son emballage, et une paire de chaussures habillées noires brillantes avec l'étiquette de prix encore dessus. Ce n'étaient pas les vêtements de l'homme que je connaissais. C'était la garde-robe d'un étranger. Il ne partait pas seulement, il se mettait à niveau. Il recommençait à zéro. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé. Les mots sont sortis comme un murmure à peine audible, tous les rayons étaient chassés de mes poumons. Preston leva les yeux de son pliage méticuleux. Son expression était une que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était ni de l'amour, ni de la culpabilité, ni même de la tristesse. C'était un agacement plat et froid, comme si ma présence était une interruption gênante de son emploi du temps. « Tu es de retour » dit-il, sa voix égale. Il se retourna ensuite vers ses bagages comme si je n'étais même pas là. J'ai fait un pas chancelant en avant, mon esprit luttant pour rattraper la réalité qui se déroulait devant moi. « Où vas-tu, Preston » L'état d'accent grave côté, dit-il nonchalamment, sans me regarder. Il lissa un pli d'une chemise fraîchement lavée. J'ai accepté un nouvel emploi à Albuquerque. Albuquerque ? Le nom de la ville sonnait comme s'il venait d'une autre planète. Tu as quitté ton travail. Tu ne m'as rien dit. Tu en as trouvé un nouveau dans un autre état. Quand allais-tu me le dire ? Ou allais-tu simplement disparaître ? Il n'a pas répondu à mes questions. Il a juste continué son rangement méthodique. Son silence était plus brutal que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. Au lieu de répondre, il a pris dans sa nouvelle mallette en cuir, qui était posée sur la commode, un mince dossier manille. Il l'a posé sur la commode entre nous avec un bruit sourd et définitif. Il l'a ouvert. La première page était d'un blanc éclatant avec des lettres noires froides en haut. Requête en dissolution de mariage. Papier de divorce. Je suis resté là, immobile, fixant les mots. Preston, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a finalement arrêté de faire ses bagages et m'a regardé. Ses yeux, les mêmes yeux qui m'avaient autrefois regardé avec tant d'amour le jour de notre mariage, étaient maintenant aussi froids et durs que de l'acier. C'est exactement ce que ça a l'air, Audrey. Il a dit, tu n'es plus la femme dont j'ai besoin. Les mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. J'ai littéralement reculé d'un pas, quoi ? De quoi tu parles ? La femme dont tu as besoin. Et puis il a commencé son réquisitoire. Il a énuméré mes prétendues failles comme un procureur lisant une longue liste d'accusations, sa voix détachée et cruelle. Tu fais toujours passer ton travail en premier. Tu es toujours fatigué. La maison est poussiéreuse la moitié du temps.
Tu ne cuisines de vrais repas que le week-end. Tu ne te soucies plus de mes besoins. Tu ne te soucies plus de moi. J'ai agrippé le bord de la commode, le coin pointu s'enfonçant dans ma paume. Ce n'est pas vrai. J'ai suffoqué, les mots restant coincés dans ma gorge. J'ai essayé, Preston. J'ai tellement essayé. Tu rentres tard tous les soirs en disant que tu as déjà dîné avec un client, alors j'ai arrêté de cuisiner. Je nettoie la maison et tu me dis de ne pas toucher à ton bureau parce que ça dérange ton système. Tu ne m'as pas demandé comment s'était passée ma journée depuis des mois. La distance, elle venait de toi, pas de moi. N'évoque pas des choses insignifiantes, a-t-il lancé, sa voix montrant enfin une lueur d'émotion. De l'irritation. Tu ne fais que trouver des excuses. Une vraie femme, une femme qui soutient son mari, n'a pas besoin de rappel pour prendre soin de son mari et de sa maison. Un rire amer et brisé s'est échappé de mes lèvres. Une vraie femme. Tu parles comme si je restais assise toute la journée. J'ai une carrière, Preston. Je travaille 40 heures par semaine. Je paie la moitié du loyer. Je paie l'électricité, l'eau, Internet, tout ça. Mais personne ne me prépare à dîner quand je rentre épuisé. Personne ne me demande si je vais bien. Et je ne m'en suis jamais plainte parce que je pensais que nous étions une équipe. La mâchoire de Preston s'est crispée. C'était ton choix de te martyriser. J'ai fait mon choix maintenant. Il a fermé la valise. Le son était sec et final dans la pièce silencieuse. Il s'est dirigé vers la porte, saisissant son sac de voyage. J'ai déjà loué un appartement près de mon nouveau travail. Je commence la semaine prochaine. Ne te mets pas en travers de mon chemin, mon corps a bougé par pur instinct désespéré. Je me suis mise devant la porte de la chambre, bloquant sa sortie. C'est tout, ai-je supplié, les larmes brouillant enfin ma vision. Après 8 ans de mariage, c'est comme ça que ça se termine. Avec une liste de reproches et une valise pleine de nouveaux vêtements, pas d'excuses, pas de véritable explication pour ça, cette trahison. Il m'a regardé de haut, son visage un masque d'indifférence froide. Je ne te dois rien, Audrey, dit-il, sa voix complètement dépourvue d'émotion. Puis il a posé sa main sur mon épaule, non pas de manière réconfortante, mais pour me pousser physiquement de côté. Il est passé devant moi, ouvrant la porte d'un coup d'épaule sans un seul regard en arrière. La porte d'entrée de l'appartement s'est refermée derrière lui. Le son était si final, si froid. C'était comme le coup de marteau d'un juge, déclarant ma vie telle que je la connaissais officiellement terminée. Je me suis effondré sur le sol, mes jambes cédant sous moi. Je tenais toujours les papiers du divorce, les bords tranchants du papier s'enfonçant dans ma peau, et je suis juste resté là, sur le sol de ma chambre vide, entouré des ruines de mon mariage. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard épais et gris d'incrédulité et de logistique. 2 jours après le départ de Preston, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle provenait du bureau de gestion de l'immeuble. Elle m'informait officiellement que notre bail, qui était à nos 2 noms, était résilié à la fin du mois, à la demande de l'un des locataires. Preston avait déposé les papiers le jour de son départ. Il m'avait rendu sans abri sans même la courtoisie d'un appel téléphonique. Cette nuit-là, une colère étrange et froide a commencé à percer mon chagrin. C'est la brutalité purement calculée de son départ qui a finalement commencé à me réveiller. J'ai commencé à parcourir notre appartement, non pas avec tristesse, mais avec un sombre sentiment de détermination. J'ai ouvert le classeur où nous gardions tous nos documents importants. J'ai trouvé les reçus et les relevés bancaires de tous nos achats importants. Le canapé, le réfrigérateur tout neuf que nous avions acheté l'année dernière, la table de salle à manger, le matelas à mémoire de forme sur lequel nous dormions. Presque tout ce qui avait de la valeur était à mon nom, payé sur mon compte bancaire personnel au fil des ans. J'avais été la responsable financière, celle qui gérait notre budget. Les seules choses qu'il avait vraiment payées étaient sa voiture et ses vêtements chers. Il était parti comme un étranger, ne prenant que ce qui était à lui, s'effaçant de l'espace. Tout était encore là, sauf le mariage lui-même. J'ai engagé une avocate pour le divorce. Une femme gentille et pragmatique nommée Hélène, qui m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Ma chérie, nous allons vous aider à surmonter ça. » Je n'ai pas signé les papiers tout de suite. Ils sont restés sur ma table basse pendant une semaine, une accusation constante et silencieuse. La tâche de faire les cartons était écrasante. Chaque objet contenait un souvenir. Un souvenir idiot de vacances.
Une tasse à café qu'il m'avait offerte. J'ai tout emballé dans des boîtes, scotchant des pans de ma vie et les étiquetant au marqueur noir. Un après-midi, en nettoyant le placard du bureau, j'ai trouvé une boîte de vieux albums photos. Je me suis assise par terre et j'en ai ouvert un. Nous étions là, plus jeunes, souriant lors d'un voyage à la côte. Il avait son bras autour de moi et nous avions l'air si heureux, si pleins d'espoir. Une vague de chagrin si puissante qu'elle m'a frappé comme un coup physique m'a submergé, et je suis juste resté là à pleurer, des sanglots laids et haletants pour l'homme que je pensais avoir épousé et l'avenir que j'avais perdu. Ce samedi soir-là, mon téléphone a vibré avec une notification d'un groupe d'anciens amis du lycée. C'était notre réunion des 18 ans, qui se tenait dans une brasserie artisanale du centre-ville. Mon premier réflexe a été de l'ignorer. L'idée d'affronter une foule de gens, de devoir afficher un sourire et de répondre à la question inévitable « Comment va Preston ?», me semblait une nouvelle forme de torture. J'ai failli ne pas y aller. J'étais assise sur mon canapé, entouré de boîtes en carton, portant le même pantalon de jogging que j'avais depuis 2 jours. Mais j'ai aperçu mon reflet sur l'écran sombre de la télévision. J'avais l'air fatigué, vaincu, et une étincelle de défi s'est allumée en moi. Je n'allais pas le laisser me transformer en cette créature pathétique. Je me suis levé, j'ai pris une longue douche chaude et je me suis habillé. Une simple robe noire, une touche de rouge à lèvres couleur vin. Je n'essayais d'impressionner personne. J'avais juste besoin de me rappeler que j'étais toujours Audrey. J'étais encore assez forte pour entrer dans une pièce bondée sans sourciller. La brasserie était bruyante, une symphonie chaotique de rires et de salutations criées. Pendant un instant, j'ai hésité près de la porte, me sentant déplacé. Puis, une voix familière a appelé mon nom. « Audrey, c'est bien toi. » Je me suis retourné. C'était Sterling, un gars qui jouait de la basse dans notre groupe de garage horrible au lycée. Il avait un peu de barbe maintenant et un regard gentil et posé dans ses yeux chauds. Il a souri, me tendant une bière. Toujours la dernière à arriver, hein. La conversation a été étonnamment facile. Nous nous sommes assis à une petite table au fond, loin du plus gros du bruit. Il m'a dit qu'il était divorcé depuis 3 ans et qu'il élevait seul sa fille de 6 ans. Il en parlait avec une honnêteté calme et directe, sans amertume ni drame. Quand il m'a posé des questions sur Preston, j'ai gardé ma réponse simple. Nous divorçons. J'ai dû avoir une certaine expression sur le visage car j'ai ajouté, pas de pitié, s'il te plaît. Sterling a juste fait un petit signe de tête compréhensif et a immédiatement changé de sujet, me demandant à la place ce que je faisais dans la vie. J'en ai été si tranquillement, profondément reconnaissante. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti à nouveau comme une personne, pas seulement une victime dans une triste histoire. En lui parlant, j'ai senti une minuscule lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, il y avait une vie pour moi de l'autre côté de toute cette douleur. Quelques semaines se sont écoulées dans un tourbillon d'emballage, de paperasse et de planification. Mon avocate, Hélène, s'est occupée de tout avec l'avocat de Preston. Le processus était froid, efficace et impersonnel. Il était clair que Preston voulait que ce soit fait le plus rapidement possible, et j'étais trop épuisé pour me battre. Je voulais juste que ce soit fini. J'ai trouvé un nouvel appartement plus petit de l'autre côté de la ville, un 2 pièces avec un petit balcon qui recevait bien le soleil du matin. C'était un nouveau départ. Exactement une semaine après que la signature du juge sur le décret final a officialisé notre divorce, j'étais assise par terre dans mon nouveau salon, entouré de boîtes, quand une notification de mail est apparue sur mon téléphone. C'était de Preston. Mon estomac s'est instantanément contracté. La ligne d'objet ne contenait qu'un seul mot glaçant, preuve. Mon doigt a plané sur l'écran. Chaque instinct me criait de le supprimer, de ne pas le laisser me ramener dans son vortex de cruauté. Mais une curiosité plus sombre, plus puissante, a gagné. Je devais savoir. J'ai tapé sur l'écran. L'email était court, mais une photo était jointe. Avant même de pouvoir lire les mots, l'image m'a sauté aux yeux, nette et professionnelle. C'était un certificat de mariage, du genre calligraphié chic qu'on fait encadrer. Il était tamponné d'une encre rouge officielle et profonde en bas. Comté de Bernalillo, Nouveau-Mexique. Époux, Preston Robert James. Épouse, Geneviève Ellis Whitmore. La date d'enregistrement était imprimée clairement, juste un jour après que notre divorce a été finalisé. Mon esprit a eu du mal à traiter l'information. La rapidité était à couper le souffle. Il n'avait pas seulement tourné la page.
Il avait sa prochaine vie alignée et prête à être lancée à la seconde où il était légalement libre de moi. Avant même de pouvoir absorber complètement le nom de la mariée, mon téléphone a commencé à sonner. C'était lui. Il avait parfaitement synchronisé son coup, envoyant l'email puis appelant immédiatement, voulant être là verbalement pour remuer le couteau dans la plaie. J'ai répondu, un bloc de glace dans la poitrine. Allô. La voix de Preston est venue à travers le haut-parleur, et c'était un son que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. Elle dégoulinait d'une satisfaction triomphante et jubilatoire. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Je voulais m'assurer que tu avais la preuve. Je suis de nouveau un homme marié. La vie n'a jamais été meilleure, Audrey. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. J'ai juste écouté. Le son de sa voix me donnait la chair de poule. Elle s'appelle Geneviève, a-t-il continué, savourant chaque syllabe. Elle a 36 ans, comme toi. Mais c'est là que la comparaison s'arrête. Elle est mature. Elle est douce. Et il a fait une pause pour un effet dramatique, laissant la cruauté flotter dans l'air. Elle est si belle, tu serais jalouse. Je suis restée silencieuse, me concentrant sur ma respiration. Inspirer et expirer. C'est la fille unique de la famille qui possède la chaîne immobilière Whitmore à Santa Fe. Tu sais, Whitmore Property, ils sont énormes. Ses parents sont des gens merveilleux. Ils m'adorent absolument. Ils nous ont même construit une petite maison près des Southern Hills comme cadeau de mariage. Tu peux y croire? Et mon nouveau travail. Vice-président exécutif dans l'entreprise de sa famille. C'est une promotion importante pour moi. Le salaire est, eh bien, tu n'y croirais pas. Il parlait de la richesse de sa famille, de son héritage potentiel, comme s'il s'agissait de ses propres réussites personnelles. C'est donc pour ça que tu avais besoin du divorce si rapidement, dis-je, ma voix étonnamment stable, dépourvue de l'émotion qui bouillonnait en moi. Pas entièrement, a-t-il répondu doucement. Le mensonge lui venant si facilement. Je ne pouvais tout simplement pas continuer à vivre avec une femme qui faisait toujours passer son travail en premier et négligeait son rôle d'épouse. J'avais besoin d'une vraie partenaire. J'ai laissé échapper un rire silencieux et sans humour au téléphone. Et ma nouvelle femme, a-t-il continué, sa voix enflant de fierté. Elle n'a pas besoin de travailler. Elle choisit de prendre soin de notre maison, de prendre soin de moi. C'est ça, une vraie famille. Puis est venu le coup de grâce final et brutal, celui qu'il avait clairement gardé pour la fin. Oh, et encore une chose. Nous attendons une petite fille, a dit Preston avec suffisance. Geneviève est déjà enceinte de 3 mois. Le calcul était simple et sordide. Il avait une liaison depuis des mois. Le bébé avait été conçu alors que nous étions encore mariés, pendant que j'étais à la maison à lui préparer ses dîners et à attendre qu'il rentre. J'ai raccroché le téléphone sans un mot de plus. Je suis restée assise là, par terre, le silence de mon nouvel appartement m'oppressant. Geneviève Ellis Whitmore. Le nom résonnait dans ma tête. Geneviève. Pourquoi cela me semblait-il si familier? Je suis restée assise par terre dans mon nouvel appartement pendant un long moment, à fixer le mur. Le nom de Geneviève n'arrêtait pas de tourner dans ma tête. Ce n'était pas un nom commun comme Sarah ou Jessica. C'était comme une clé pour une serrure que je ne pouvais pas trouver. Un souvenir à moitié oublié qui était juste hors de portée. C'était le nom Ellis qui me dérangeait vraiment. Geneviève Ellis Whitmore. Sur un coup de tête désespéré, j'ai rampé jusqu'à mon ordinateur portable, qui était posé sur une pile de livres. Je l'ai ouvert et je suis allé sur Facebook. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je tapais son nom complet dans la barre de recherche. Son profil est apparu presque instantanément. Il était public. La photo de profil montrait une femme d'une beauté époustouflante. Elle avait des cheveux blonds ondulés, doux et savamment méchés, des yeux bleus vifs accentués par un maquillage parfait, et un sourire d'une blancheur éblouissante qui pourrait probablement vendre du dentifrice à des millions de personnes. Elle avait l'air soignée, riche et absolument parfaite. Elle ne ressemblait à personne que j'ai jamais connu. J'ai commencé à faire défiler ses publications publiques, me sentant comme un détective dans la tragédie de ma propre vie. Les photos dépeignaient une vie de rêve, des galas de charité où elle posait dans des robes de créateur, des voyages de ski à Aspen, des déjeuners décontractés dans des cafés chics, des vernissages de galeries d'art. Et puis, après une dizaine ou une douzaine de photos, je me suis figé. C'était une photo d'elle à côté d'une femme beaucoup plus âgée,
toutes deux souriant chaleureusement à l'appareil photo. La femme était élégamment vêtue, mais j'ai reconnu son visage instantanément. Je l'aurais reconnu n'importe où. C'était ma belle-mère, Barbara. La légende sous la photo disait, tellement heureuse de célébrer l'anniversaire de ma mère incroyable aujourd'hui. Je t'aime. L'air m'a manqué. Mon corps entier est devenu froid. C'était comme plonger dans une eau glacée. Les pièces du puzzle ne se sont pas simplement mises en place. Elles se sont heurtées avec la force d'un accident de voiture. Geneviève, la belle-fille de mon père, la fille maussade et maladroite avec une bouche pleine d'appareils dentaires et un visage plein d'acné adolescente. Ma demi-sœur. Ce n'était pas possible. La femme sur ces photos était une déesse, une personne complètement différente. La fille dont je me souvenais vaguement était ordinaire, maigre, avec des cheveux châtains ternes, des yeux plissés et une dent légèrement de travers qu'elle semblait toujours cachée derrière sa main. Impossible. Ce devait être une coïncidence folle et impossible. Mes mains tremblaient alors que je prenais mon téléphone et appelais Sheridan. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut, quoi de neuf ?» a-t-elle demandé joyeusement. « Sheridan, dis-je, ma voix tremblante. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Et tu dois promettre de ne pas paniquer. » D'accord, dit-elle, son ton devenant instantanément sérieux. Tu me fais peur, Audrey. Qu'est-ce qu'il y a? La nouvelle femme de Preston. Son nom est Geneviève Ellis Whitmore. Peux-tu la chercher sur Facebook? Dis-moi si tu la reconnais. Geneviève qui? Du mariage de ton père il y a toutes ces années. Impossible, dit-elle. Mais je pouvais l'entendre taper en arrière-plan. D'accord, j'ai son profil. Waouh, elle est magnifique. On dirait un mannequin. Certainement pas la fille dont je me souviens. Regarde de plus près, chérie. S'il te plaît. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil alors qu'elle faisait probablement défiler les photos. Je retenais mon souffle. Oh mon Dieu, a finalement murmuré Sheridan. Il y a une photo d'elle avec ta belle-mère. Audrey, oh mon Dieu, c'est elle. Ce n'est pas possible, ai-je insisté, même si je savais au fond de moi que c'était vrai. Elle ne ressemble pas du tout à ça. Les gens changent, Audrey. Surtout quand leur famille a l'argent de Whitmore Property, a dit Sheridan, sa voix un mélange de choc et de dégoût. Je me souviens avoir entendu une rumeur il y a des années de la part de ma cousine qui est allée à l'université avec elle. Il disait qu'elle avait déménagé à New York pendant quelques années et s'était complètement réinventée. Elle s'est fait refaire le nez, la mâchoire, a eu des facettes, tout. Elle s'est en gros acheté un nouveau visage. Mon esprit était en ébullition, luttant pour relier les deux images, la fille maladroite de mes souvenirs et la femme parfaite sur mon écran. J'ai affiché la photo de mariage que Preston m'avait si cruellement envoyée. J'ai zoomé, dépassant le maquillage parfait et le sourire d'une blancheur éclatante. Et puis je l'ai vue. Une minuscule inclinaison presque imperceptible de sa tête quand elle souriait. Une lueur familière d'insécurité dans ses yeux qu'aucune chirurgie ne pouvait effacer. C'était elle. La réalité monstrueuse de la situation s'est abattue sur moi. Mon mari ne m'avait pas seulement quitté pour une autre femme. Il avait une liaison avec ma demi-sœur éloignée. Une femme qui s'était littéralement forgé une nouvelle identité. Et Preston, dans sa montée désespérée et pathétique de l'échelle sociale, était tombé dans le panneau. Il avait mordu à l'hameçon, corps et âme. Il avait épousé une fabrication complète et totale. Et la partie la plus amèrement ironique de tout cela, il était si aveuglé par sa beauté et l'argent de sa famille qu'il n'en avait absolument aucune idée. Il ne l'avait même pas reconnu. Plusieurs mois se sont écoulés. Le choc de la découverte s'est lentement transformé en une résolution froide et silencieuse. Je n'ai rien dit à personne d'autre, pas même à mon avocate. Ce secret était une arme chargée, et je l'ai gardé de côté, incertaine de si ou quand je l'utiliserai un jour. Je me suis concentré sur ma nouvelle vie. J'ai déballé mes cartons. J'ai accroché des tableaux au mur de mon nouvel appartement. J'ai commencé mon cours d'art. J'ai lentement, péniblement, commencé à me reconstruire. Je n'ai eu aucune nouvelle de Preston ou de sa nouvelle famille, et j'étais profondément reconnaissante pour ce silence. Je guérissais. Puis, un mardi soir pluvieux de fin octobre, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu avec un indicatif régional du Nouveau-Mexique. Mon cœur a fait un petit bond.
J'ai failli ne pas répondre, mais une voix froide et calme au fond de ma tête a dit « Décroche ». Alors, je l'ai fait. Allô? Audrey. C'était Preston. Mais sa voix était complètement méconnaissable. Le ton suffisant et triomphant avait disparu. À sa place se trouvait une panique brute et nue qui était si épaisse que je pouvais la sentir à travers le téléphone. Geneviève a accouché, dit-il immédiatement, les mots sortant de lui en un flot. C'était la nuit dernière. Une petite fille. Je l'ai entendu déglutir difficilement, un son sec et rauque. Il y eut une pause, puis il a continué, sa voix baissant jusqu'à un murmure paniqué. Audrey, quelque chose ne va pas. Elle ne me ressemble pas et elle ne ressemble pas à Geneviève. En fait, a-t-il balbutié, le souffle court. Elle ne ressemble à aucun de nous deux. Je me suis assise lourdement dans mon fauteuil, le téléphone pressé contre mon oreille. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon thé. L'ironie était si épaisse, si sombrement hilarante, que j'ai dû me pincer les lèvres pour m'empêcher de rire aux éclats. Eh bien, la génétique est une chose amusante, Preston. J'ai suggéré, ma voix aussi légère et aérienne que possible. Peut-être qu'elle ressemble à un grand-parent ou à une grand-tante. Non, j'ai pensé à ça aussi, dit-il désespérément, sa voix montant d'un ton. J'ai regardé des albums de famille toute la journée. Elle ne ressemble à personne. Mais Audrey, je n'arrête pas de penser à cet appel. Le jour où je t'ai dit que je me mariais, tu as ri. C'était un rire étrange. Tu savais quelque chose à ce moment-là, n'est-ce pas? Tu savais quelque chose sur elle. Je suis devenu fou à y penser. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, un léger sourire froid touchant mes lèvres. J'ai juste trouvé ça intéressant, ai-je répondu, savourant son désespoir. Arrête de plaisanter avec moi, a-t-il pratiquement crié. Ce n'est pas drôle. J'ai fait un test ADN. Je l'ai fait faire en urgence. Les résultats sont revenus cet après-midi. Le bébé est le mien. Je suis son père, mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi ne nous ressemble-t-elle pas? Je n'ai pas parlé du test à Geneviève ou à ses parents, mais ils le voient aussi. Tout le monde le voit. Tu es la seule à qui je peux parler. Tu as ri comme si tu savais quelque chose. S'il te plaît, Audrey, dis-moi juste ce que tu sais. Je l'ai laissé mariner dans sa propre panique pendant quelques secondes de plus. Puis j'ai laissé échapper un petit rire bas et silencieux. Ma voix était calme, stable et tranchante comme un éclat de verre. Preston, dis-je lentement. As-tu encore ton album de fin d'études du lycée? Il y eut un silence confus de son côté. Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? J'ai continué comme s'il n'avait pas parlé. Je l'ai trouvé en faisant les cartons de l'ancien appartement. Il était enfoui au fond de ton tiroir de bureau, couvert de poussière. J'étais curieuse, alors je l'ai ouvert et j'ai été stupéfaite quand j'ai trouvé ta photo de terminale. J'ai laissé la pose flotter dans l'air. J'ai décrit la photo que j'avais vue de lui. Un garçon aux cheveux bouclés avec des yeux plissés, des dents de travers et une peau couverte d'acné. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser que c'était toi. Tu fouillais dans mes affaires privées? A-t-il demandé, une pointe de son ancienne irritation arrogante revenant. Non, Preston, ai-je souligné, ma voix comme de la glace. Je nettoyais l'appartement dont tu m'as forcé à partir. Je me suis toujours demandé pourquoi, en 8 ans, tu ne m'as jamais présenté à un seul de tes anciens amis d'université, pourquoi tu as insisté pour un tout petit mariage sans amis de ton passé. Maintenant, je comprends. Tu n'as pas seulement tourné la page sur ton passé. Tu as essayé de l'effacer. Et Geneviève aussi. Je pouvais entendre sa brusque inspiration. Il a finalement compris. Vous avez tous les deux changé parce que vous vouliez vivre de nouvelles vies brillantes, dis-je, ma voix baissant presque jusqu'à un murmure. Mais vous avez tous les deux oublié une simple vérité biologique. La génétique ne peut pas être modifiée par le scalpel d'un chirurgien. Si vous m'écoutez encore maintenant, s'il vous plaît, faites-moi une petite faveur et aimez cette vidéo et commentez simplement le chiffre ainsi dessous. Cela me fait savoir que vous m'avez donné un j'aime et cela me dit que vous êtes ici avec moi dans ce voyage. Votre soutien signifie plus que vous ne le savez. Il me donne la force de continuer. Après avoir dit cela, un silence long, lourd et écrasant s'est étiré entre nous. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans la tête de Preston.
l'horreur l'envahissant enfin alors qu'il reliait les points impossibles. Il ne faisait pas seulement face à un mystère génétique. Il faisait face aux conséquences de 2 vies de tromperie. Tu penses que le bébé, elle va ressembler à cette ancienne version de moi. Sa voix était un fil mince et fragile, étranglé par une terreur qu'il était profondément satisfaisant d'entendre. Personne ne le sait avec certitude, Preston, dis-je. Ma voix était froide et clinique comme celle d'un chirurgien. Mais elle portera ce qui est réel en vous deux. Votre sang, votre ADN, les traits que vous avez payé un chirurgien plastique pour effacer et ceux que Geneviève a payés pour faire entièrement reconstruire. Vous ne pouvez pas échapper à votre propre biologie. Votre fille est un témoignage vivant et respirant de tout ce que vous avez tous les deux essayé si fort d'effacer. Il a laissé échapper un son qui était à moitié un sanglot, à moitié un halètement étranglé. C'était le son d'un homme dont le monde parfaitement construit s'effondrait en poussière autour de lui. Et Geneviève ? Ai-je demandé, ma question finale et tranchante. Comment la nouvelle mère gère-t-elle cela ? Il a hésité. Et quand il a repris la parole, sa voix était brisée. Elle a pleuré, dit-il, les mots se brisant. Au début, elle a juste dit qu'elle était épuisée par l'accouchement, qu'elle avait du mal à créer un lien. Mais c'est pire maintenant, Audrey. Elle ne veut pas tenir le bébé. Elle ne veut même pas la regarder plus de quelques secondes. Chaque fois qu'elle regarde le visage de ce minuscule enfant innocent, elle se détourne. Je peux voir le dégoût dans ses yeux. Hier, sa mère, ma belle-mère, a dû venir nourrir le bébé et changer sa couche parce que Geneviève refusait même de la toucher. Elle reste dans sa chambre toute la journée. Elle dit, le bébé. Elle dit, le bébé ressemble à un étranger. Une tristesse amère et lourde est montée dans ma poitrine. Pas pour lui. Pas pour elle, mais pour cet enfant innocent né dans un monde d'illusions, déjà rejeté par les personnes même qui l'ont mise au monde, simplement parce qu'elle était un rappel vivant et respirant du passé qu'ils avaient payé si cher pour fuir. Elle était leur secret, fait cher. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai baissé la voix. Tu t'es un jour tenu dans notre chambre et tu m'as dit que j'avais échoué en tant qu'épouse parce que je n'étais pas prête à sacrifier assez pour toi. Mais ceux qui rejettent leurs rôles les plus fondamentaux, les rôles de parents, ce sont vous et elle. Tu n'as pas besoin de mes conseils, Preston. Je n'en ai aucun à donner. J'espère juste, pour le bien de cette petite fille, que tu ne projetteras pas ta propre honte et ta lâcheté sur elle. Elle n'a rien fait de mal. Elle a juste dit la vérité sans dire un mot. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Puis, avec un étrange sentiment de finalité et de paix, j'ai ouvert mes contacts, trouvé son numéro et appuyé sur bloquer. Il n'y avait plus rien que j'ai besoin d'entendre de lui. Mon chapitre avec Preston James était enfin, complètement, heureusement terminé. Près d'une année entière s'est écoulée après cette conversation dramatique finale. Le souvenir de la présence de Preston dans ma vie a commencé à s'estomper. Non pas parce que j'essayais activement d'oublier, mais parce que la nouvelle vie, calme et authentique que je construisais, n'avait tout simplement pas de place pour lui. Elle remplissait chaque espace vide qu'il avait laissé derrière lui. J'ai fini par vraiment aimer mon petit appartement. Ce n'était pas une pièce d'exposition comme la maison que nous avions partagée, mais c'était le mien. J'ai peint les murs d'un vert sauge doux. Mon petit balcon, qui recevait le meilleur soleil du matin, était maintenant débordant de pots d'herbes aromatiques, basilic, romarin, menthe. Le simple fait de les arroser le matin, de sentir les parfums frais et terreux, m'apportait un sentiment de paix dont je n'avais pas réalisé le manque. Les matins n'étaient plus quelque chose à redouter. Je me réveillais tôt, je me faisais un café et je m'asseyais sur mon balcon, regardant le monde se réveiller. Je pouvais enfin respirer. L'air semblait plus pur, plus léger. J'ai gardé mon travail au cabinet comptable, mais j'ai eu une longue discussion avec mon patron. J'ai expliqué que je restructurais ma vie pour donner la priorité à mon bien-être. Il a été étonnamment compréhensif. J'ai arrangé une réduction de mes heures, passant à une semaine de travail de 4 jours. Cela signifiait moins d'argent, mais ce que j'ai gagné en temps et en tranquillité d'esprit était inestimable. J'ai choisi une vie d'équilibre au lieu de l'épuisement professionnel, une vie où mon propre bonheur était l'essentiel. Je ne courais plus après une version du succès que quelqu'un d'autre avait définie pour moi. Mes vendredis de congé, j'allais à mon cours d'art. C'était un petit cours communautaire qui se tenait dans un studio lumineux et aéré. Au début, j'étais nerveuse. Je n'avais pas peint depuis mon adolescence.
Mais au moment où j'ai posé un pinceau sur une toile, quelque chose s'est débloqué en moi. Je me suis perdu pendant des heures dans les couleurs et les textures, créant quelque chose juste pour la joie de le créer. C'était désordonné et merveilleux. J'ai aussi recommencé à renouer avec de vieux amis, des gens que j'avais laissés s'éloigner pendant mon mariage parce que Preston les trouvait peu impressionnants. Et j'ai commencé à passer plus de temps avec Sterling, l'ami gentil avec qui j'avais renoué à la Réunion. Notre amitié a grandi lentement, organiquement, comme une de mes herbes de balcon. Il n'y avait pas de grands gestes romantiques, pas de promesses ou d'attentes, juste de tranquilles après-midi à promener son chien dans le parc, à essayer de nouveaux cafés et à partager des repas simples. Nous parlions de tout et de rien. Lui et sa charmante fille de 6 ans venaient parfois pour une soirée pizza et film. Le son du rire heureux et contagieux d'un enfant remplissait mon appartement calme, et c'était le plus beau son du monde. Ce n'était pas une romance dramatique et passionnée. C'était mieux. C'était réel. C'était une vie. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle me semblait complètement, authentiquement mienne. Je ne surveillais plus Preston ou Geneviève. Leur monde de drame à enjeux élevés et de tromperies suffocantes me semblait être sur une autre planète. Mais la vie a une manière étrange, presque comique, de vous tenir au courant des personnes qui en sont sorties, que vous le vouliez ou non. Un après-midi de début d'automne, environ 1 an et demi après ce dernier appel téléphonique, j'étais au téléphone avec Sheridan pour prendre des nouvelles. Nous rions d'un film terrible que nous avions toutes les deux vu quand son ton a soudainement changé. « Oh, tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu, dit-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Tu n'as rien entendu à propos de Preston, n'est-ce pas ? Non, dis-je, une lueur de curiosité morbide s'agitant. Et je n'ai pas essayé. Eh bien, dit-elle, prolongeant le mot. La meilleure amie de ma cousine est parajuriste dans l'un des meilleurs cabinets de droit de la famille du centre-ville. Et devine qui a une consultation là-bas la semaine prochaine ? Geneviève Whitmore. J'ai haussé un sourcil, mais je n'étais pas surprise. Elle demande le divorce. C'est ce qui se dit, a confirmé Sheridan. Apparemment, Preston a encore trompé. Il a eu une liaison avec une nouvelle recrue dans l'entreprise de sa femme, une assistante d'une 20aine d'années. Geneviève l'a découvert il y a 3 mois, mais a essayé de garder le silence pour le bien des apparences et pour l'enfant. Mais je suppose qu'elle en a finalement eu assez. Elle a fait une pause. Mais Audrey, ça devient tellement pire. Comment cela pourrait-il être pire, ai-je demandé. Mon autre amie Jessica, son fils est dans la même classe de maternelle que leur fille. Elle m'a envoyé une capture d'écran de leur groupe de discussion de parents de la classe. C'est juste déchirant. Elle m'a envoyé l'image. Je l'ai ouverte et j'ai lu le message d'une mère inquiète. Le message disait, juste pour vous informer d'être attentif à ce que les enfants disent. Il y a une nouvelle fille dans la classe et ma fille dit que certains des autres enfants sont incroyablement méchants avec elle. Apparemment, ils ont découvert d'une manière ou d'une autre que sa mère avait subi une importante chirurgie plastique et ils se sont moqués de la pauvre petite fille, disant des choses comme « Ta mère était moche avant et tu ressembles exactement à son ancien visage ». La maîtresse a dit que la pauvre petite a pleuré toute la semaine et a commencé à refuser de venir à l'école. J'ai regardé le message sur mon téléphone et mon cœur s'est serré. C'était une vraie douleur physique dans ma poitrine. Même si je ne ressentais que du mépris pour Preston et Geneviève, l'idée que leur enfant innocent soit harcelé, qu'elle soit forcée de porter la honte des choix de ses parents, cela a brisé quelque chose en moi. C'était une profonde tristesse mêlée à une colère impuissante. Geneviève regrette d'avoir jamais eu le bébé, ajouta Sheridan doucement, sa voix pleine de pitié. Jessica a dit que les rumeurs parmi les mères de la maternelle sont que Geneviève est froide et distante avec l'enfant. Elle pensait que le bébé serait sa belle petite poupée, un accessoire parfait pour sa vie parfaite, héritant de sa beauté post-opératoire. Mais il est évident que la fille porte les gènes originaux des deux côtés de la famille. Elle est un rappel vivant constant des visages dont ils ont tous les deux dépensé une fortune pour se débarrasser. La fille est en gros leur passé, se promenant dans une robe rose. Je n'ai rien dit car, honnêtement, que restait-il à dire ? Preston et Geneviève avaient choisi une vie enveloppée de paillettes, une vie construite sur une fondation d'illusions, illusions de beauté, de statut, de contrôle. Mais à la fin, les choses même qu'ils ne pouvaient pas cacher leur passé, leur vraie nature et la manière cruelle et égoïste dont ils traitaient les autres sont apparues le plus clairement quand ils ont eu un enfant. Leur mensonge avait créé un héritage propre, et leur fille était celle qui payait la taxe sur l'héritage, avec les intérêts.
J'ai raccroché avec Sheridan et je suis allé sur mon balcon. Le soleil de l'après-midi était chaud sur mon visage. En bas, dans le parc, je pouvais voir un père pousser sa fille sur une balançoire. Elle riait, la tête en arrière, ses cheveux volant au vent. Un moment simple, beau, honnête. Ma vie maintenant n'avait pas de drame majeur, pas de rebondissements choquants, pas de titres de direction ou de maisons offertes, mais elle avait un rythme. Elle avait la paix. Elle avait l'autonomie. Elle avait la joie tranquille d'un jardin d'herbes aromatiques bien entretenu et le rire facile d'un véritable ami. Elle avait une plénitude que je pensais ne jamais plus toucher. Parfois, dans les moments de calme, je réfléchis encore à tout ce que j'ai traversé. Les 8 années d'un mariage silencieux et solitaire, le divorce soudain et brutal, la trahison éhontée, et le démasquage d'un mensonge si bizarre qu'il semblait sorti d'un film. Pendant longtemps, il y avait un puits profond d'amertume en moi. Mais maintenant, debout sur mon propre balcon dans ma propre vie paisible, je réalise que je ne le ressens plus. Ce que je ressens à la place, étrangement, c'est de la gratitude. La gratitude parce que cet effondrement complet et total de mon ancienne vie m'a donné la chance de renaître. Non pas en quelqu'un de nouveau et de brillant, mais de retour à moi-même. La vraie moi, celle qui avait été enfouie sous des années de compromis, d'évitement des conflits, de prétendre que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. La moi qui aime peindre, qui apprécie un matin tranquille, qui est digne d'un amour doux et réel. Si quelqu'un me demandait un jour si j'ai pardonné à Preston, je sourirais probablement et dirais, ce n'est pas la bonne question. Il ne s'agit plus de lui. Je n'ai pas besoin de lui pardonner pour être libre. J'ai juste besoin de vivre en accord avec moi-même. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je peux dire cela sans la moindre hésitation. J'ai trouvé la liberté. J'ai trouvé la paix. Et je me suis trouvé. Quelque chose qu'aucune somme d'argent ou de chirurgie esthétique ne pourrait jamais, jamais acheter. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle était longue et qu'elle n'était pas facile à raconter. Si une partie de cela a résonné en vous ou si vous avez déjà dû trouver votre propre force après une trahison, s'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous et vos histoires me donnent de la force, à moi aussi. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires. Rappelez-vous, peu importe ce que vous traversez, vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui.